immédiatement emmenés à l'hôpital. Pour les pompiers, les premiers gestes et les questions sont souvent les mêmes. Donc, là, on lui a demandé où c'est qu'elle avait mal, si elle savait quel jour on était, pour savoir la conscience, si elle était tombée dans les pommes. Chaque jour à Marseille, les marins-pompiers reçoivent plus de 1000 appels et interviennent entre 300 et 400 fois. Et ce métier de marin-pompier que vous venez de voir, certains militaires décident de l'exercer. C'est le cas de Louis Van Winsberg, étudiant à Polytechnique qui a choisi d'effectuer son premier stage chez les marins-pompiers de Marseille, une expérience qu'il ne regrette pas. Alors pour moi, c'était d'une part un défi personnel, toucher ce rêve d'enfant que beaucoup ont d'être pompier plus tard. C'était aussi un moyen pour moi de connaître une unité opérationnelle et de pratiquer beaucoup de sport en fait aussi. Le plus difficile, ça aurait été de gérer le stress de l'intervention sûrement. Parce que les connaissances, on les a, on sait faire. Mais une fois qu'on est mis en situation face à une vraie victime qui souffre ou face à un appartement qui brûle, c'est une autre dimension. C'est pour moi une expérience inoubliable et une chance qui m'a été donnée de venir vivre ici avec ces hommes et ces femmes. Si c'était à refaire, je le referais avec encore plus d'entrain, je pense. Tous les jours, vous déjeunez au restaurant de l'école militaire, une alimentation qui, ne vous le savez peut-être pas, subit un contrôle drastique pour éviter toute forme de contamination. En plus de cette surveillance quotidienne, le service vétérinaire de l'armée vient vérifier une fois par an la bonne application de ces contrôles. Perrine Kenson et Benoît Chevrier y ont assisté. Quel est le rapport entre le contrôle vétérinaire de la nourriture du mess et la NASA? A priori, aucun. Et pourtant... C'est une méthode de maîtrise des risques qui a été extrapolée de certaines méthodes qui étaient appliquées dans les vaisseaux spatiaux, puisqu'on parle de la méthode HACCP qui vient directement de la NASA. Une fois par an, le service vétérinaire vient contrôler la procédure de la marche en avant qui veut... Un produit propre ne repasse jamais dans un circuit en stockage. Avec cette méthode effectuée quotidiennement, il est possible d'assurer une sécurité alimentaire optimale. Ainsi, les aliments qui peuvent être stockés sont mis dès leur arrivée en chambre froide où la température est surveillée de façon constante. En cas de changement, une alarme sonne. La viande, qui est servie le jour même, est quant à elle réchauffée de façon progressive puis maintenue à une température de 63 degrés pour éviter que les bactéries ne se développent. Une pièce à part est réservée aux végétaux. Tous les fruits et les légumes sont décontaminés dans le bac qui est là, comme le fait le jeune homme, avec une solution diluée à l'eau de javel pour être sûr de bien décontaminer les légumes. Et toutes les boîtes de conserve sont ouvertes ici, sont transvasées dans des bacs et après passent dans les différentes zones de préparation. Quant au dessert, ils sont soit surgelés, soit livrés par le centre de production alimentaire des armées. Ils ne sont jamais préparés sur place. Et ça contient des risques parce que ce sont souvent des produits à base d'œufs, à base de crème, et donc c'est des produits qui sont très fragiles. Donc on évite de les préparer nous-mêmes pour assurer une sécurité alimentaire optimale. Une fois toutes ces étapes complétées et notées en détail sur des feuilles de contrôle, des échantillons témoins sont pris au hasard sur les assiettes. Ils sont conservés une semaine et serviront en cas de contamination à trouver l'origine du problème. Maintenant, tout est prêt, vous pouvez manger, alors bon appétit. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Florence Calvet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire au sein de l'armée française. Alors, est-ce qu'un contrôle annuel est suffisant pour s'assurer que les règles quotidiennes sont respectées? Oui, c'est suffisant puisque nous sommes, nous, dans le contrôle officiel, à charge de l'organisme de restauration collective de respecter les bonnes pratiques d'hygiène pour offrir aux rationnaires une nourriture dont les risques pour la personne seraient proches de zéro, se rapprochent tendent vers zéro en tout cas. Nous sommes là à l'instant T simplement pour vérifier la bonne marche des opérations. Alors ici, nous sommes dans une situation de paix, mais est-ce que en cas de conflit, il est aussi facile de pouvoir contrôler ces aliments? Facile ou difficile, en tout cas, on est toujours derrière les forces, on est dans le soutien des troupes. Donc les vétérinaires suivent le déploiement de l'armée française partout où elle se trouve dans le monde. Et nous travaillons là dans des situations dégradées. La production des repas se fait sous des climats et avec des matières premières qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en France. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes parti à l'étranger, en Afghanistan, en situation de crise, pour effectuer ces contrôles? Oui, j'ai eu la... Comment ça se passe?
j'ai servi à 3 reprises en opération extérieure, donc dans les Balkans et puis en Côte d'Ivoire. Donc là, ça se passe, je dirais, à l'identique de ce qu'on trouve en France. On a un niveau d'exigence qui est pratiquement le même, puisque là, l'aspect opérationnel est tout à fait stratégique et saute aux yeux. Donc notre rôle est très très important. Et les organismes de restauration ont un travail et une responsabilité aussi très lourde. Et au niveau de la sécurité, comment ça se passe? J'imagine qu'elle est différente. Comment vous procédez? C'est assez folklorique selon les zones où on se trouve. Donc on voit de tout. On essaye de sélectionner autant qu'on le peut des fournisseurs qui essaient de coller à la réglementation européenne. Par la suite, on aura à cœur de veiller à ce que l'organisme de restauration fasse pour le mieux dans, je vous dis, des conditions très très dégradées, tant au point de vue de l'infrastructure que des conditions environnementales. Alors tout à l'heure, vous me confiez que vous étiez passionné par l'histoire de l'armée. Est-ce que vous avez des anecdotes justement sur des moments à l'étranger où vous êtes parti ou dans votre métier de vétérinaire? Oui, enfin, le devoir de mémoire est très important pour tout militaire à tout âge. Et bon, celui qui me vient à l'esprit, là, touche directement la restauration collective. Donc la bataille de Valmy, qui a eu lieu en 1792, a été gagnée sans qu'elle n'ait été vraiment livrée, parce que les Prussiens se tordaient de douleur pour des maux de ventre imputables à leur alimentation. Donc tant pis pour eux, dommage pour eux, mais en tout cas les Français, les sans-culottes, en tout cas, avaient vaincu ce jour-là sans livrer bataille. Une belle anecdote en tout cas. Merci beaucoup, commandant, d'avoir répondu à nos questions. Depuis hier, l'armée française participe au rapatriement des Français présents au Japon, une opération sur laquelle est revenu ce matin le colonel Burkhardt lors du point presse au ministère de la Défense. L'armée de l'air a mis en place 2 appareils hier matin. Un Airbus A310 a décollé hier matin de Paris. Simultanément, un Airbus A340 qui était à Djibouti pour une autre mission a été retasqué sur cette mission-là et a lui aussi décollé en direction de Séoul. Ils sont arrivés hier soir, tard dans la nuit à Séoul, et dès ce matin, une première rotation a eu lieu avec l'A340 en direction de Tokyo, actuellement en vol entre Tokyo et Séoul, avec 250 ressortissants, environ 250 ressortissants français en direction de Séoul. Un autre vol est programmé cet après-midi avec l'Airbus A310, dont la capacité est environ 170 pax, lui aussi en direction de Séoul. En fonction de la situation et en fonction des besoins sur place, on verra s'il est nécessaire de redoubler la mission. Le Japon qui fait encore et toujours la une de l'actualité, dont vous allez maintenant nous parler, Alexandre Guéraud. Bonjour Léa, bonjour à tous. En effet, c'est une course contre la montre qui s'est engagée à Fukushima. Des hélicoptères et un camion-citerne ont déversé ce matin 30 000 doses sur les réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire pour tenter de les refroidir et d'atténuer les émissions de radiation qui restent extrêmement élevées. Les experts annoncent que les rejets de radioactivité pourraient avoir la même ampleur que ceux de la catastrophe de Tchernobyl. La plupart des ambassades recommandent à leurs ressortissants de quitter la région, voire de quitter le pays. Le bilan officiel du séisme et du tsunami faisait état à la mi-journée de plus de 5 000 morts et près de 9 000 disparus. En Libye, les invectives continuent entre le clan Kadhafi et la présidence française, alors que le chef de l'État a appelé hier le Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir la Ligue arabe en faveur d'une zone d'exclusion aérienne. Saïf al-Islam, un des fils de Mouammar Kadhafi, affirme que la Libye a financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent aux Libyens. Nous avons financé sa campagne, nous sommes prêts à tout révéler, a-t-il déclaré. L'Élysée a formellement démenti ces accusations. En France, la nuit a été calme à Asnières et Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, où un couvre-feu pour mineurs non accompagnés a été mis en place hier soir après la mort d'un adolescent et des violences entre bandes. Un important dispositif policier a été installé à la frontière entre les deux villes. Ce couvre-feu sera en vigueur de 20h à 6h du matin jusqu'au 24 mars dans les quartiers situés entre les deux communes. Dernier recours pour celui qu'on surnomme le boucher de la Sarthe. La Cour de révision a accepté de réexaminer aujourd'hui la condamnation de Dany Le Prince après avoir relevé des failles dans l'enquête. Condamné à une peine de prison à perpétuité en 1997 pour le meurtre de sa belle-sœur, de son frère et de ses nièces, l'homme de 53 ans a toujours clamé son innocence. Après 16 ans de réclusion, il avait été remis en liberté sous strict contrôle judiciaire le 8 juillet dernier. Et on termine avec du football. Il n'y a plus de club français en Ligue des Champions. Après Marseille face à Manchester mardi, c'est Lyon qui quitte la compétition. Les Lyonnais se sont lourdement inclinés hier soir à Santiago Bernabéu face au Real Madrid, 3-0 en 8e de finale retour.
Tous les espoirs reposent donc sur le PSG qui tentera également de se qualifier pour les quarts de finale, mais de l'Europa League cette fois. Les Parisiens affrontent ce soir au Parc des Princes les Portugais du Benfica Lisbonne. Au match aller, les joueurs de la capitale s'étaient inclinés 2-1 face aux Lisboètes. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité aujourd'hui. Je vous laisse avec Léa Maman pour la suite de votre édition. Merci Alexandre et on vous retrouvera également mardi prochain pour les news dans le journal d'Annabelle Rouleau. Hier, nous vous avons emmené sur le camp de Novo Selo au Kosovo à la rencontre du lieutenant Lafargue. Aujourd'hui, direction Devic, à 30 km plus à l'ouest, pour suivre cette fois le travail de la section du lieutenant Faquin. À peine sorti de Saint-Cyr, ce jeune officier de 24 ans dirige le peloton chargé de la protection du monastère. Alors pourquoi l'armée française sous la direction de la CAFOR est-elle présente sur place et quelle est sa mission? Le reportage de Stéphanie Chardavoine et Benoît Chevrier. L'ambiance est paisible à l'entrée du monastère de Devic. 25 soldats français de la CAFOR protègent ce lieu meurtri depuis 2004. À l'époque, 3000 Albanais s'étaient introduits ici, laissant derrière eux un champ de ruines et 5 sœurs traumatisées. La plus jeune d'entre elles a été violée à plusieurs reprises. À 24 ans, le lieutenant Faquin est chargé de commander le peloton du monastère de Devic. On est juste là pour les protéger. On est là au cas où. On est là pour maintenir une permanence. D'une, pour dissuader toute attaque. Vu qu'une attaque sur le monastère ne serait pas juste une attaque sur le monastère, ce serait aussi une attaque sur la CAFOR. Navire 30. Mouvement de foule suspecté sur Candirail. Ok les gars, hey, on se prépare. Les véhicules, tout ça, en avant. Le quotidien des militaires ne se résume pas seulement à la protection des sœurs. Ils interviennent aussi dans les villes voisines, comme ici, pour un mouvement de foule. Luc! En cas d'alerte, 2 VBL et 6 hommes sont toujours prêts à partir. Quelques heures plus tard, le peloton part pour une nouvelle patrouille. Direction une ville albanaise, où des centaines de personnes se rassemblent aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de la mort d'Adem Jashari. Véritable martyr pour les Albanais, il était l'un des principaux fondateurs de l'armée de libération du Kosovo. En 1999, l'armée serbe a attaqué le clan Jashari et massacré toute la famille du rebelle. Bilan, une 50aine de morts. Les Albanais ont gardé tels quels les bâtiments après l'attaque. Aujourd'hui, ces ruines sont pour eux un lieu de pèlerinage. Sur place, le lieutenant Faquin et ses hommes se font discrets. Désormais, le maintien de l'ordre appartient aux autorités locales. Si aujourd'hui les relations entre Serbes et Albanais s'améliorent peu à peu, 10 ans après la guerre, le pays peine toujours à se reconstruire. Le CID, autrement dit le Collège interarmée de défense, forme les têtes pensantes de l'armée française. Cette institution vient de changer de nom, on l'appelle de nouveau l'école de guerre, un changement officialisé par l'ancien ministre de la Défense Alain Juppé. Une cérémonie qui s'est passée ici même à l'école militaire. Manon Racaille, Benoît Chevrier y étaient. Au nom du président de la République, nous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Ce matin, à l'école de guerre, l'amiral Guillot, chef de l'état-major des armées, remet des décorations. Arrive ensuite Alain Juppé, alors ministre de la Défense, qui inaugure le changement de nom du Collège interarmé de défense en école de guerre, devant les 337 stagiaires de la 18e promotion Général de Gaulle. Le général incarne l'ensemble des qualités qui font l'étoffe des plus grands chefs. De Gaulle, c'est aussi l'esprit d'audace, audace du praticien, de l'homme d'action ancré dans le réel. Le CID reprend l'appellation historique abandonnée depuis 1993, école de guerre. Le ministre tient ainsi à réaffirmer la volonté de la France de former ses généraux à la guerre. On est là pour se perfectionner dans un but de commandement futur. Tous les officiers stagiaires de l'école de guerre ne seront pas généraux, mais tous les futurs généraux sont à l'école de guerre. Il faut être capitaine pour intégrer l'école de guerre. Elle représente pour chaque militaire l'aboutissement d'une carrière. Et pour terminer ce journal, nous avons suivi hier la première soirée des élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Paris. Et c'est sur leur lieu d'habitation, une péniche amarrée sur les quais de Seine à Boulogne, que la soirée a débuté dans une ambiance plutôt joviale, comme ont pu le constater Charles Le Bourgeois et Alexandre Guéraud.
Le ton est donné pour cette première soirée. Les 10 élèves officiers du 2e bataillon de l'ESM se sont d'abord retrouvés autour de la table pour parler, boire, rire et jouer aux cartes. On espère surtout avoir une double vie, une vie la journée avec les conférences et tout ce qu'il faut, puis une vie nocturne qui nous permettra de s'épanouir. Donc forcément on fait un peu la fête. Après ça nous permet de découvrir les autres écoles, faire un peu la fête avec eux. Et en même temps ce soir on va aller se mettre à Paris, on va aller boire quelques verres dans un bar, tranquillement. J'oublierai si paix sous terre sera face à la mer, à l'océan, et tant pis si sur ma tombe viennent chez les Gauliens. À minuit, les Sirards quittent la péniche, direction la capitale. Dans le métro et en civil, les militaires n'oublient pas la Madelon. C'est à la station Odéon que les troupes descendent afin de se rendre dans le quartier latin pour une fin de soirée qui restera privée. Une soirée qui a dû se terminer très tôt ce matin. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que cela fait aujourd'hui 443 jours que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier sont retenus comme otages en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs. Nous ne les oublions pas comme les 5 autres otages français retenus dans le monde. Demain, vous retrouverez Stéphanie Chardavoine à 12h30 pour une nouvelle édition. Mais avant, on tient à s'excuser pour les petits problèmes de son en début de journal. Et je vous informe que ce soir, à l'occasion de la Saint-Patrick, un concert de Malo des Valais et Red Angel aura lieu au bar du Cercle de l'École militaire dès 18h. Très bonne journée à tous. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 18 mars, bienvenue dans votre JT du CIGEM et voici tout de suite les titres de ce journal. La France doit intervenir en Libye dans quelques heures, c'est en tout cas ce qu'a déclaré François Baroin, le porte-parole du gouvernement. Autre titre, dans quelques instants, vous serez en immersion avec les hommes de la gendarmerie mobile, au programme une simulation de prise de ville. En fin de journal, première étape de notre saga Mistral, rencontre avec son pacha, le capitaine de vaisseau Xavier Moreau. Notre équipe a passé une semaine à bord du BPC. Et puis cette édition sera sous le signe de la féminité. Tout à l'heure, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le lieutenant de vaisseau Clémence Viel, qui nous donnera son avis sur l'engagement des femmes, notamment dans la marine nationale. On commence tout de suite avec la Libye. La France va intervenir dans quelques heures. Annonce de François Baroin ce matin. Cette nuit, l'ONU a conclu un vote qui ouvre la voie à des frappes aériennes. Le point sur la situation en Libye avec Yohann Usaï. Ils ont longtemps hésité à se rallier à l'idée d'une zone d'exclusion aérienne, mais les États-Unis ont mis tout de suite leur arsenal militaire régional en action. Les bateaux positionnés en mer Rouge ont traversé le canal de Suez et rejoint la base de Sanda, où sont déjà présentes des installations navales américaines et une base de l'OTAN. Les premiers arrivés sont des navires d'assaut amphibies, 2, dont un porte-hélicoptère transport de chaland avec à bord 1200 Marines. 3 navires de transport ont accosté en Crète au début du mois, plus sont arrivés dans la zone, un sous-marin et un contre-torpilleur. 2 porte-avions américains sont également dans les eaux du sud de la Crète. Les Américains sont donc prêts et leur discours, avant même le vote de l'ONU, était clair. Une zone d'exclusion aérienne ne sera pas suffisante. Il faudra aller au-delà, même si aucune intervention terrestre n'est possible, comme le spécifie la résolution de l'ONU.
La question désormais, en dehors de quand les frappes auront lieu, probablement dans quelques heures, est de savoir qui, des Européens, des Américains ou de la Ligue arabe, prendra la tête de l'intervention militaire en Libye. Le porte-parole du gouvernement français, François Baroin, confirme ce matin que la France participera aux opérations pour, je cite, aider le mouvement de révolte à prendre le dessus sur les forces de Mouammar Kadhafi. Cette nuit, dans les rues de Benghazi, les Libyens criaient leur joie après la décision de l'ONU. Ils ont notamment remercié la France pour cette future intervention. Et nous reviendrons tout à l'heure sur la situation en Libye avec les news de Benoît Chevrier. Le temps d'une journée, nos journalistes se sont transformés en gendarmes pour vivre une simulation de prise de ville à Saint-Astier en Dordogne. Un site est entièrement dédié à l'entraînement des forces spéciales de la gendarmerie. Un reportage au cœur de l'action avec Alexandra Rost et Clotilde Gagnon. Cocktail Molotov, gaz lacrymogène, on s'y croirait presque. Pour les 3 escadrons de forces mobiles de la gendarmerie, c'est la dernière épreuve de leur stage. Il s'agit, durant cet exercice, de restituer tout ce qui a été, tous les savoir-faire qui ont été vus durant les 15 jours. Face à eux pour les tester, de faux manifestants, un rôle tenu avec conviction par l'escadron de Pithiviers. 2 blindés de la gendarmerie sont venus en renfort. La scène se passe boulevard Sébastopol, dans la rue qui a été reconstituée. Après la charge, nouvelle alerte, un véhicule vient d'être incendié par des manifestants. Les pompiers doivent intervenir, ils rejoignent les gendarmes sur place. Les formateurs supervisent l'opération. Et là, en fait, on fait tenir la lance pour la première fois à des jeunes qui n'ont jamais été au feu. Ça leur donne une expérience. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps à s'éteindre. Un individu est alors menotté. Il fait partie des 15 manifestants interpellés ce soir-là. L'opération est terminée. La situation sur la ville de Saint-Astier.